ne s'est pas déjà demandé comment boucler ses fins de mois? Qui n'a jamais été découragé en regardant son compte bancaire ou le solde sur son application Mobile Money? Mais qui d'autre encore a vite pris conscience de la nécessité de commencer tôt, mais se sent perdu dans ce monde financier rempli parfois d'acronymes incompréhensibles? PEL, FCP, SGO, SGI. Si vous avez du mal à vous projeter, à voir sur le long terme ou tout simplement à mesurer l'impact de vos petites actions, eh bien ce podcast, il est pour vous. Je m'appelle Laetitia Nchou, je suis une amoureuse des finances personnelles qui a pris conscience très tôt qu'une bonne éducation financière était la clé d'un monde paisible pour soi et pour tous. Bienvenue dans le podcast qui parle cash de cash et de la culture du cash. Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse, le BABA, pour savoir comment investir sur les marchés financiers avec comme particularité la région UEMOA. J'aurai le plaisir d'être accompagnée par une experte en la matière, une grande dame, une sœur, qui me fait l'amitié de participer à cet épisode et vous la découvrirez tout à l'heure. Mais avant cela, il est important de poser les bases et d'encadrer les échanges que nous allons avoir. Même s'il est vrai que le podcast est accessible worldwide, il est encore plus important de vous expliquer que le focus se fera vraiment sur nos marchés. Alors je vais essayer de vous la faire un petit peu courte en mode cash pour ne retenir que ce qu'il est important de retenir à ce stade. Alors, UEMOA, c'est le sigle donc, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est une institution qui regroupe 7 pays francophones, donc le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et un pays lusophone, la Guinée-Bissau. Tous les pays membres partagent la même monnaie, donc le franc CFA, donc une même banque centrale, la BCEAO, et un ensemble de dispositifs juridiques et institutionnels qui vont assurer le bon fonctionnement du système financier sous-régional. Alors, ces institutions financières, elles interagissent entre elles dans un cadre harmonisé autour d'instances communautaires qui assurent la régulation et la supervision du secteur dans son ensemble. La BCEAO, comme je vous le disais tantôt, va assurer la réglementation. Je vais y arriver, la réglementation donc des banques, des établissements financiers dits à caractère bancaire et des institutions de microfinance comme on connaît, qu'on appelle communément les IMF, mais de grande taille. Tout ce qui va être donc IMF, donc institutions de microfinance de petite et moyenne taille, seront quant à elles supervisées par une cellule dédiée du ministère des Finances de chaque pays membre. Les secteurs de l'assurance et des marchés financiers, donc boursiers, sont respectivement régulés et supervisés par ce qu'on appelle la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, donc la CIMA, et le CREPMF, donc c'est anciennement le CREPMF qui était donc le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers et qui est devenu donc depuis juillet 2018 l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA, donc qu'on appelle aujourd'hui l'AMF-UEMOA. Enfin, vous allez avoir donc la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, donc CIPRES, qui, elle, va réguler et superviser le système de retraite de tous ces pays membres. Heureusement que j'ai dit que j'allais la faire courte, n'est-ce pas? Alors, avant de parler d'investissement, les marchés financiers, qu'est-ce que c'est? Les marchés financiers sont simplement des lieux physiques ou virtuels où vous pouvez donc acheter et vendre des actions, donc ce qui veut dire des actions des entreprises, ou des obligations qui vont être, elles, émises par des États ou des entreprises. Vous pouvez également vendre ou acheter des devises, qu'il s'agisse donc d'euros, yens, etc., ou des produits dérivés. Autrement dit, dans un marché de capitaux, j'aime bien appeler ça, moi, le black market ou le white market, ça dépend de quel côté on se place, on va retrouver donc des émetteurs qui proposent des titres à des investisseurs, qui sont donc des personnes physiques comme vous et moi, ou des banques, enfin, qui sont, elles, des personnes morales, donc on va dire banques, sociétés privées, etc. Alors, chez nous, dans la région UEMOA, il existe un seul marché qui est régulé par l'AMF. Vous vous rappelez, j'ai dit l'AMF, c'est l'autorité donc des marchés financiers qui a remplacé anciennement le CREPMF. Alors, quand vous voulez investir, quand vous voudrez investir, vous entendrez beaucoup parler de la BRVM. Et la BRVM, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui est la seule bourse totalement intégrée au monde, qui appartient donc à plusieurs pays. Les principales missions de la BRVM vont être donc d'organiser le marché secondaire,
d'assurer la cotation et la négociation des valeurs mobilières, d'assurer la diffusion des informations boursières et en d'autres termes de promouvoir le développement des marchés. Elle va donc habiliter les intermédiaires de bourse dans l'exercice des activités, et vous le verrez tout à l'heure, parce que pour investir en bourse aujourd'hui dans nos États, vous avez besoin d'intermédiaires obligatoires que sont les SGI, donc on le verra. Donc je disais donc des activités de négociateurs, compensateur. Elle va gérer également le marché en assurant tout ce qui va être centralisation des ordres et la cotation donc des valeurs. Et enfin, la diffusion des informations du marché, la promotion du marché, la mise en action du fonds de garantie et elle va assurer donc la gestion globale de toutes les transactions qui sont en cours. On va y arriver. J'espère que tout le monde a capté jusque-là. Alors j'entends souvent, c'est bien d'épargner, mais c'est encore mieux d'investir. Je rappelle, investir dans un compte bancaire à 3,5%, enfin épargner dans un compte bancaire à 3,5%, ça reste un investissement à 3,5%. On me cite à chaque fois, par exemple, la bourse, entre autres, avec toujours des exemples de personnes qui auraient gagné beaucoup d'argent parce qu'elles ont investi en bourse, mais on ne voit jamais ces personnes ou alors on ne les connaît pas. Bon, je déconne un petit peu. Moi, je dirais pour ma part que tout le monde rêve de gagner beaucoup d'argent. Qui ne rêve pas d'avoir des taux de rendement incroyables, faramineux? Un peu comme si tout le monde gagne au loto sans avoir joué. Sauf qu'ici, on mise. Donc, on prend un risque, indépendamment de notre profil. Un risque à nous dire comment est-ce que je fais, où j'investis, dans quelle action, etc., etc. Tout ça pour nous dire qu'on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet avec notre invitée du jour. Elle est directrice générale d'une grande SGI de la place, donc elle est Group Head Securities and Investors Services, bon, pour dire qu'elle est directrice groupe en charge des marchés, des capitaux et du service aux investisseurs. Elle est surtout la présidente de l'APSGI, donc l'association des sociétés de gestion et d'intermédiation de la zone UEMOA. Elle capitalise plus de 20 ans d'expérience dans le domaine et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Madame Rosine Abbé, que j'appelle affectueusement Rosie. Bonjour Rosie. Bonjour Laetitia. Je suis ravie de t'avoir enfin, n'est-ce pas, dans le podcast. Est-ce que je peux dire aux gens que j'ai galéré? Non. Que j'ai galéré, mais galéré. Est-ce que vous savez, les internautes, qu'on a galéré au moins genre 5 mois avant de l'avoir? Alors que je vous dis, c'est mon parent, hein, c'est ma sœur. Et j'ai mis 10 ans au moins pour l'avoir. Bon, 5 mois, j'exagère, mais non, vraiment, à peine. T'exagères. À peine, un mois. Rosie, tu as diminué le taux. En tout cas, on est ravis de t'avoir. Et je disais vraiment... nous, on parle cash, à chaque fois de cash, de la culture du cash. Exact. Et pour parler de la bourse, j'estime que tu es vraiment la bonne personne pour en parler déjà et pour permettre aux gens de ressortir de cet épisode en se disant, il faut absolument que j'aille investir. Je suis flattée. Merci. Non, mais je suis pas en train de te flatter, hein, c'est la vérité. Tu sais qu'on parle toujours cash. Oui, on parle toujours cash. Écoute, avant de te recevoir, j'ai expliqué un petit peu c'était quoi lui et moi, parce que bon, on va quand même circonscrire nos échanges à nos marchés, donc lui et moi. J'ai expliqué un petit peu c'est quoi la MF, anciennement Crêpe MF. J'ai expliqué la BRVM. Je dis, tu peux prendre la tête d'une SGI. Hey, Seigneur, je prends les bénédictions. Je sais pas comment je vais faire, mais c'est qu'est sûr, je prends les bénédictions. Mais en tout cas, j'ai essayé d'expliquer un petit peu avant les institutions. D'accord. Je suis pas rentrée dans le détail de tout ce qui est SGI par contre. D'accord. Donc, en un mot, pour les nuls, c'est quoi la bourse? Alors, la bourse, je vais dire, c'est un lieu d'échange. Un lieu d'échange où une personne vient offrir quelque chose. Ce quelque chose, c'est un produit de la bourse, donc un produit boursier. On a deux types de produits boursiers sur nos marchés. On a les actions et les obligations. Donc, c'est un marché financier, un marché boursier. Donc, on vient vendre et d'autres personnes viennent acheter. Et puis, à la fin de l'heure de ce qu'on appelle l'heure de cotation, donc à la fin d'une séance de bourse, il y a un dénouement. Moi, j'ai vendu, toi, tu as racheté, l'autre a vendu, l'autre a acheté. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange, échange de produits financiers. Voilà, tout simplement. D'accord. Ça te convient? Oui, bon, c'est question, on a compris. Mais après, quels sont les titres qu'on y trouve? Comment les titres sont introduits? Qu'est-ce qu'on y trouve finalement? C'est vrai que tu as parlé de produits financiers, obligations. Alors, je pense que tout à l'heure, tu as parlé un peu de l'écosystème. Je ne sais pas si tu as parlé des émetteurs, des acteurs. Voilà. Donc,
les produits émanent des émetteurs. Donc, vous avez un État comme le nôtre qui souhaite mobiliser, le nôtre, la Côte d'Ivoire, effectivement, qui souhaite mobiliser des fonds sur le marché. Donc, ils vont faire un emprunt obligataire qui va être visé, donc validé par le régulateur, l'AMF dont tu as parlé tantôt, et qui va être remis au SGI, donc à mes membres, les membres de l'association. Aujourd'hui, on a 35, voire 36 SGI bientôt. Okay. Et chacun va aller vendre ça à ses clients. Donc, on vend une part, donc ça sera une obligation. Et donc, quand on fait cette vente, on permet en fait à tout individu, comme toi et moi, de pouvoir prêter de l'argent. Donc là, dans le cas que j'ai donné, par exemple, à l'État ou même à une entreprise privée, on leur prête. Donc, c'est nous qui leur prêtons de l'argent contre un taux d'intérêt qu'on va recevoir. Donc, une fois que l'opération est totalement vendue, on part à la bourse pour pouvoir coter cette opération, coter ces titres. Et une fois qu'ils sont cotés, ceux qui n'ont pas pu les acheter quand on vendait peuvent aller sur la bourse maintenant et en acheter. D'accord. Et ceux qui les ont achetés au préalable peuvent également venir sur la bourse et les vendre. Donc, c'est comme ça que les éléments de la bourse, les produits qu'on retrouve sur la bourse, un peu se retrouvent là. Donc, on a les obligations. Je donnais le cas d'obligations. Il y a aussi des actions. Donc, notre bourse a la chance d'avoir plusieurs sociétés cotées. Donc, c'est des sociétés qui ont eu la volonté de pouvoir ouvrir leur actionnariat au grand public. Donc, on a fait la dernière société cotée, on a fait l'introduction en bourse d'une partie d'Orange Côte d'Ivoire. C'est ça, qui a eu énormément de succès. Merci. Donc, l'État a vendu une partie de ses parts au grand public. Qui vous a valu un prix, disons-le. Comme je vous ai dit, c'est une grande go, n'est-ce pas? C'était une très belle opération. C'est ça. La plus grosse introduction en bourse jamais réalisée sur le marché. Et donc, à ce moment-là, ce sont des actions. Donc, après la vente au grand public, on a également fait la première cotation. Donc, on a coté le titre, l'entreprise Orange en bourse. D'accord. Et justement, sur la bourse aujourd'hui, tout un chacun peut aller acheter encore des actions Orange, bien que l'offre initiale soit clôturée. C'est là où on va parler des marchés primaires et marchés secondaires. Peut-être qu'il va falloir que tu nous expliques aussi un petit peu. Exactement. Alors, donc, le marché primaire, c'est ce dont je viens de parler. C'est le marché qui initie une opération. Okay. C'est-à-dire l'entreprise ou comme l'exemple d'Orange que tu as pris. Comme l'exemple d'Orange. Donc, la première phase où on vend directement, où le régulateur donne son OK pour que cette transaction soit vendue sur le marché, c'est c'est le marché primaire. D'accord. Donc, c'est le marché nouveau. Okay. L'entreprise n'existe pas encore sur le marché. On vend et après, on va sur la bourse pour introduire ce marché sur la côte. Et à ce moment-là, on va sur ce qu'on appelle le marché secondaire, où ceux qui ont acheté au préalable peuvent venir vendre. Et ceux qui n'ont pas eu, par exemple, ils étaient en voyage ou ils n'avaient pas de liquidité à ce moment-là. Mais il faut dire aussi en combien de temps vous avez vendu. C'est ça le problème. Souvent, tu as la liquidité, mais le temps est tellement rapide que tu perds l'opportunité d'acheter ça au marché primaire. Oui, bon, le temps, je dirais, oui, le temps, peut-être les gens n'ont pas eu l'information, mais c'est ça. C'est pour ça que justement, en général, on a la chance d'avoir un marché qui est sous-régional. C'est ça. Donc, qui fait que la plupart, toutes les 35 SGI de la place, en fait, communiquent avec les clients. Donc, en général, moi, je dirais, c'est plus l'opportunité qui peut ne pas être saisie au bon moment parce que problème de liquidité ou bien problème de présence, tu vois. Et donc, une fois qu'on va sur la bourse, là, on est maintenant sur le marché secondaire. Et là, on peut venir acheter. Mais attention, on n'achète pas au même prix qu'au marché primaire. C'est ça la différence. Le marché secondaire, c'est le marché de l'offre et de la demande. Donc, ça sera au prix de l'offre et de la demande de ce jour-là. Contrairement au marché primaire, où il y a un prix initial qui est donné et tout le monde achète à ce même prix-là. D'accord. Aujourd'hui, sur le marché secondaire, toi, tu peux venir acheter aujourd'hui à un prix, le lendemain, le prix change. Voilà. Sauf que quand tu dis, par exemple, toi, tu peux venir acheter, il faut qu'on explique aux gens que moi, je ne peux pas me lever, moi, Laetitia Njo-Traoré, pour aller à la BRVM, non, tu peux pas pour dire, je m'en vais acheter, aujourd'hui, je veux acheter absolument un titre Orange, un exemple, ou un titre Nestlé. C'est là où vous intervenez. C'est là où les SGI, sociétés de gestion et d'intermédiation. Donc, on sert d'intermédiaire, on sert de canal entre le grand public
et le marché financier. C'est ça. Parce qu'effectivement, il faut être agréé. Donc, il faut être un acteur. Tout à l'heure, je parlais un peu de l'écosystème. Il y a les émetteurs et il y a les acteurs. Donc, les acteurs, c'est les SGI, en l'occurrence, qui vous permettent, en fait, de pouvoir ouvrir un compte titre. Donc, vous avez le choix de la SGI que vous voulez. Vous allez rencontrer un conseiller, vous échangez avec ce conseiller. Vous ouvrez un compte titre, donc, qui est un compte qui, en général, ne conserve que vos actions, une partie de liquidité, mais plus des actions, parce que ce compte-là, il ne sert à rien que ce compte-là soit pourvu de millions et de millions, parce qu'il n'est pas rémunéré. C'est ça. Donc, c'est un compte où le cash transite pour être transformé en titre. Qu'il soit obligataire ou action. Voilà, obligation ou action. Okay. Et donc, c'est sur la base de ce compte-là que maintenant, vous avez le choix de dire... Moi, je suis un connaisseur de la bourse, voilà, chevronné. Je peux vous donner moi-même mes instructions. Donc, on a des clients qui nous donnent eux-mêmes leurs instructions. Comme tu l'as dit, le client lambda ne peut pas aller directement sur la bourse. Donc, il donne l'instruction à sa SGI pour que sa SGI puisse pousser son ordre sur le marché. D'accord. Et il y a des clients qui disent, bon, moi, je veux bien investir, mais je ne m'y connais pas trop, j'ai un peu peur de la bourse. Et à ce moment-là, les SGI vous proposent de pouvoir gérer pour votre compte. Donc, c'est la SGI qui vous fait des propositions et qui gère un peu vos achats et vos ventes sur le compte titre. D'accord. Bon. Est-ce qu'il y a un minimum Ça pour dépend. investir? Certaines SGI, après... En tout cas, pour ouvrir un compte titre. Pour ouvrir un compte titre, il y a plusieurs possibilités. Déjà, sur le marché primaire, il n'y a pas de minimum. Parce que le marché primaire, c'est une opération qui est lancée. Ah, donc, ok. Vous avez une opération d'un emprunt obligataire, donc pour avoir des obligations. En général, vous avez au grand public, le titre est à 10 000 francs. Ok. Donc, après, si on veut acheter une action, il n'y a rien qui nous empêche d'acheter une action. Ah, d'accord. Donc, on peut aller, par exemple, voir la SGI et dire, je viens de voir l'opération d'emprunt obligataire. Exactement. Donc, on me dit que l'obligation est à 10 000. Même si la SGI me disait que j'ai un minimum pour ouvrir un compte titre, comme c'est la première fois que... Comme c'est une opération primaire. Comme c'est une opération primaire, moi, je peux venir avec mes 10 000 et puis j'ouvre mon compte titre. Sauf qu'on fait comprendre aux clients qu'il y a des frais. D'accord. Voilà, il y a des frais de moyenne, gestion. Combien de pourcents? Après, je sais que c'est capé, non? Ça dépend d'une SGI à une autre, mais il faut savoir que tous les prix sont d'abord homologués par le régulateur. D'accord. Le régulateur valide toujours. Okay. Donc, il y a des frais. Donc, venir acheter une action en bourse, ce n'est pas intéressant. Parce que, une obligation, comme on a dit, par exemple, si je prends les taux qu'on voit en ce moment, 5,90, 6, ça va te faire 600 francs l'année. En termes de... Voilà. Tu as immobilisé 10 000 francs pour tes 600 francs. Voilà, pour tes 600 francs. Peut-être que j'ai pas besoin de mes 10 000. Oui, tu as besoin de tes 10 000. Maintenant, si on te dit que les droits de garde sur l'année, ça coûte 5 000 francs... C'est clair que oui. Voilà, c'est pas intéressant. C'est clair. Donc, c'est pour ça que on encourage, en fait, les investisseurs à avoir un minimum assez intéressant qui puisse lui permettre de sentir qu'il a investi quelque chose et qu'il a un retour sur son investissement. En tenant compte des frais qu'il peut avoir. Parce que vous convenez avec moi que tout service est payant. Bien sûr, mais il faut surtout dire aux gens qu'on ne va pas venir retrouver nous des SGI qui vous facturent 10%. Il n'y a pas ça chez nous ici. Non, pas du tout. On est dans du 1%, 1,1, oui, 0,5, 0,8. Voilà, on a même rarement du 2 ou du 3. Franchement, c'est très rare. Après comme je dis, sur le marché primaire, donc normalement, il n'y a pas de minimum. Pour venir souscrire à une opération sur le marché primaire, vous ne payez rien à part votre souscription. C'est ça. Maintenant, si vous avez raté l'opportunité sur le primaire, que vous allez sur le secondaire, il y a les frais de transaction boursière. Et dans ces frais de transaction, il y a la bourse elle-même qui prend des frais. Et il y a la SGI qui intervient également, qui va prendre des frais. Mais comme tu viens de le dire, on n'est pas du 2, voilà, non, pas du tout. On a à des 0,5 et 0, voilà, 0,5. D'accord. Moi, j'ai déjà vu 1,1 quelque part, mais comme on ne cite pas nos contemporains, oui, c'est pas elle, c'est pas chez eux. Mais ça dépend après, ça dépend effectivement. Ouais. Après, comme je dis, on a quand même 35 SGI et puis chacune des SGI a son expertise. C'est ça. Parce que c'est quand même un service qu'on vend. Et Bien sûr. Métier de société de gestion
est quand même un métier qui demande beaucoup d'attention, beaucoup je dirais, de rigueur. Donc après, c'est un service également qui est vendu. On n'est pas en tout cas comme dans des pays, j'ai envie de dire des pays du Nord, où on parle de trading à outrance. On est quand même un peu loin. Non, on est un peu loin parce que c'est quand même assez... Le régulateur suit beaucoup tout ce qui se passe. Il n'y a pas d'excès. D'accord. Voilà. On m'avait parlé d'une histoire de fonds de garantie ou de garantie que la BRV mettait en place. Oui, avec le régulateur. Ouais. Avec le régulateur. Il existe un fonds de garantie, effectivement, pour les investisseurs. Ok. Voilà, mais c'est plus... Ça, c'est bon à savoir. Parce que pourquoi je voulais, tu sais, qu'on le précise, on a fait une espèce de buzz il y a quelque temps sur les histoires c'était sur les fonds communs de placement à l'époque. Ouais. Et on a tout entendu. J'ai tout entendu, des personnes qui nous disaient, oui, mais les obligations, tu sais, ne rapportent que 1%, 2%. La bourse, nos marchés sont des petits marchés. Et puis, j'avais envie de leur dire, bon... J'aime bien ma phrase préférée, c'est « ici, c'est pas là-bas ». Et puis là-bas, c'est pas chez nous, quoi. Et qu'il ne faut pas parler de vos marchés quand vous ne maîtrisez pas nos marchés qui sont quand même très bien structurés et qui sont peut-être... Des marchés européens, tu parles de marchés européens. Je parle des marchés européens. Mais si vous regardez bien aujourd'hui, les taux d'intérêt sur les marchés européens sont très bas. Hein. Exactement. Sont très bas. À une période, ils étaient même négatifs. Exactement. Il y avait des rendements négatifs. Ce que nos marchés n'ont jamais connu, en fait. Tu vois, tu as parlé par exemple de 5%, 5,5%, ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment. Oui, est-ce que les taux d'intérêt, par exemple, sur les obligations, là je parlais des obligations, sont quasiment toujours respectés? Respectés dans quel sens? Si par exemple on me dit j'ai un taux garanti de 5,5, tu sais, quand il y a un emprunt obligataire, est-ce que c'est un taux qui est garanti? Oui, c'est le taux sur la durée. C'est ça. Si c'est sur... c'est une durée de 7 ans, donc c'est sur ces 7 ans-là, parce que c'est pas un taux qui est variable. C'est ça. C'est un taux qui est fixe. Ça, c'est important de le savoir, justement. C'est un taux qui est fixe, donc l'émetteur qui a émis son obligation va vous payer, quelles que soient les conditions de marché, parce qu'on a des périodes où les taux baissent, et voilà, où il y a des fluctuations de taux. Mais une fois qu'on a émis avec un taux fixe, ben c'est ce taux fixe-là qui est donné toute la durée de l'émission. Est-ce que vous avez bien compris ce qu'elle vient de dire là? Pour dire que, on va parler tout à l'heure de tout ce qui est action, mais là, quand elle parle des obligations, justement, dans nos marchés, encore une fois, les taux fixes dont elle a parlé, dès l'instant où ils sont communiqués, sont garantis sur la durée, en tout cas, conseillée d'investissement. Après, sur les emprunts obligataires, je rajouterais que, par exemple, pour les emprunts privés, le régulateur regarde également un peu la capacité de l'entreprise à pouvoir émettre des obligations et à pouvoir respecter ses engagements. Donc souvent, on a des émissions privées qui sont garanties. On a des fonds de garantie dans la sous-région qui viennent garantir certaines opérations. On a introduit sur le marché la notation financière également, qui est un gage pour dire que l'entreprise a une capacité à rembourser et à la capacité de s'endetter. Donc, au cas où il peut avoir, je dirais, une défaillance, normalement, on appelle la garantie. Je comprends. Voilà. Donc, il y a des fonds de garantie, pour les opérations. D'accord. Voilà. OK. Donc, ça, je pense que c'est assez intéressant. Et je crois qu'en réalité, pour savoir si on va investir dans une obligation ou dans une action par rapport au risque, je n'ai pas du tout parlé, tu sais, des niveaux de risque. C'est important que les gens puissent connaître leur profil. Et je vais laisser justement Rosie en parler sur la notion de profil. Parce que justement, quand on me parle de 5%, moi, j'aime bien rappeler que pendant longtemps, de toute façon, je sais donner les conseils là. C'est comme ça, pendant longtemps, j'avais un profil de risque très, 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 très prudent. Et avec l'âge, il a changé. Je suis devenue un peu folle sur les marchés, mais ça a changé. Des fois, c'est le contraire. C'est ça, non. Maintenant, moi, non, je suis devenue un peu... Tu prends plus de risques. Plus de risques, ouais. Donc, tu vas plus sur les actions. Exactement. Voilà. Je fais les deux, quoi. Mais... Pour parler de risque, effectivement, l'obligation, on va dire, c'est comme un contrat sur une durée déterminée avec un rendement fixe. L'action, ça va être quelque chose qui va fluctuer. Parce que l'action va dépendre déjà, le cours de l'action va dépendre de la situation de l'entreprise. C'est ça. Donc, après, en fonction de la situation financière de l'entreprise décide de payer un dividende ou pas. Un dividende intéressant qui peut vous donner, des fois, aujourd'hui, on a des rendements
entre 8-9% sur le marché, sur les actions. Et des fois, Ah, c'est ça sort de la des bouche de Rosier, on va dividendes. croire. C'est des dividendes. Des fois, il peut y avoir des dividendes qui font que le rendement, parce que le dividende est bas, C'est le ça. rendement n'est pas intéressant. Et donc, pour revenir au risque, effectivement, quand on va sur des actions, il faut se dire qu'on va sur un placement qui contient un risque. Bien Parce sûr. que les actions ne sont pas stables dans le temps, ça C'est ça. fluctue. Et donc, il faut bien savoir quel type de fonds qu'on met dans les actions. Enfin, quand on veut choisir un portefeuille risqué, il faut savoir que je ne vais pas, je dirais par exemple au mois de mai, me dire, bon, j'ai la rentrée des classes en septembre, j'ai un peu d'argent, je vais aller acheter des actions, garder 6 mois, j'espère que ça va me rapporter quelque chose. Non. C'est-à-dire que l'argent qu'on investit sur la bourse, en général, c'est pour une épargne de moyen à long terme. Exactement. Il y en a qui sont outillés à pouvoir faire des in and out, donc qui rentrent, qui sortent parce qu'ils veulent tester. ça. Voilà. Mais c'est des gens qui sont outillés. C'est ça. Mais le commun... Du mortel. Enfin, pas du mortel, mais l'investisseur qui est en train de rechercher à épargner, c'est quand même sur du moyen et du long terme. Ok. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu un peu. Oui, mais en fait, si tu veux, je voulais même qu'on puisse parler des profils. Parce que pour moi, je dis toujours en fait que c'est bien de dire je veux investir. Mais plus que plus que la décision d'investir, il faut se connaître déjà pour savoir dans quel produit on investit. Exactement. Et donc, en réalité, je voulais qu'on puisse leur parler, tu vois, des fameux 3 profils de risque. Donc, prudent, modéré. Oui, bon, après voir, ça, c'est la discussion qu'on a avec le gestionnaire. Donc, si on a des gens qui viennent, ah non, moi je veux investir, mais je veux être sûr que mon capital ne va pas bouger. Je ne veux pas enlever, si j'ai mis mes 100 000, je ne veux pas avoir 95 000. 99 850. Je veux avoir. Ça, c'est les gens 100 000. comme nous autres, voilà. Donc à ce moment-là, on va pas aller vous prendre des actions. C'est ça. Ça va être purement obligataire. Et on va vous dire, bon, en termes de rendement, vous n'aurez pas non plus du 7%, vous aurez du 5,60, 5,80, voilà, qui tourne autour des 6%, en fonction après des obligations qu'il y a sur le marché. Donc maintenant, si on a quelqu'un qui dit, bon, moi, je veux venir, j'ai une petite épargne, je veux pouvoir gagner un peu, je veux prendre un peu de risque. Après, tout est dans la notion de risque. Donc, après, on a la possibilité, après, c'est à chacun de doser, de dire, bon, écoute, on te fait 80-20, par exemple. Donc, le 20% en action te permet de booster un peu plus ton rendement. C'est ça. Avec quelque chose de plus stable, donc quelque chose à 80% qui est beaucoup plus stable, en fait, en termes d'action. Et on a des gens qui viennent, qui disent que moi, je ne veux que des actions. Parce que je veux venir sur la bourse, je veux prendre des risques sur la bourse. Ça, c'est des jeunes, plus jeunes, n'est-ce pas, souvent? Oui, souvent des plus jeunes. Oui, souvent des plus jeunes. Ouais, parce qu'ils ont quand même, si on pense long terme, voilà. On se dit qu'ils ont le temps. Et moi, ce que je dis, tu as touché le mot long terme. C'est ça. Pour moi, venir sur la bourse, c'est vraiment sur du long terme. C'est sur du long terme. J'ai un cas que tu aimes bien. C'est ça. À mes débuts, je me rappelle, à mes débuts, j'ai rencontré un client qui était quelqu'un qui avait une situation modeste, mais qui s'évertuait chaque mois à virer un petit montant. Mais chaque mois, il avait ses 25 000, ou je crois que c'était 25 000 chaque mois qui virait. Mais tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est pas la personne qui revenait 3 mois après pour dire non, j'ai besoin d'argent, je veux retirer l'argent sur le compte titre. Le compte titre n'est pas un compte d'épargne ou n'est pas un compte classique. C'est ça. Donc, il a fait ses virements à tempérament comme ça, de petit bout. Mais aujourd'hui, il a un portefeuille énorme. C'est ça. Et c'est ça, en fait, investir en bourse, c'est sur du long terme. C'est ça. Il n'était pas pressé dès le départ à gagner vite et beaucoup, parce que souvent, les gens se disent « Ah oui, moi, je veux vite gagner, je veux gagner beaucoup. Mais le vite, souvent, ça nous conduit vers des choses qui ne sont pas très bien structurées. Ça, c'est un des comportements cupides. Exactement. Moi, je peux dire. Toi, tu vas rester politiquement correct, mais... Voilà un peu. OK. Donc, effectivement, en fonction donc, de votre aversion au risque,
en fonction de vos besoins futurs, C'est ça. de votre plan, de tout ce que vous avez comme déjà existant, comme type de placement. On pourra, un conseiller dans une EGI pourra très simplement vous orienter vers le portefeuille qui jugera plus adéquat à votre situation. Il y a une chose importante que tu viens de dire justement sur la notion de pouvoir mettre des petits montants. Parce que malheureusement, beaucoup de gens se disent « Ok, moi j'ai un peu d'argent aujourd'hui, j'ai une épargne qui est estimée à tel montant, j'ai envie d'utiliser une quote-part de cette épargne-là pour investir en bourse. » Donc la personne va se dire « Ok, aujourd'hui j'ai envie d'investir 1 million, 2 millions, 5 millions, peu importe le montant, mais je dépose et puis je disparais. » Alors qu'en réalité, avec ce que tu dis, c'est qu'on explique justement aux gens qu'en vrai, c'est vrai, tu peux démarrer avec une mise de départ qui peut être intéressante, mais tu peux alimenter ce compte titre à chaque fois et demander. Et c'est ça l'épargne en fait. Et c'est ça l'épargne en fait. C'est ça. Sur la bourse. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas effectivement comme venir faire un dépôt initial et puis je l'oublie. Parce que ça peut être ça aussi, hein. Vous pouvez, oui, mais ça peut également. Même, je pense que pour plus épargner, c'est de pouvoir se donner une petite ligne directrice là, de dire parce que je sais qu'il y en a qui chaque mois, par exemple, quand ils perçoivent le salaire, ils enlèvent un pourcentage pour le mettre sur le compte d'épargne. C'est ça. Ben, vous pouvez faire la même chose et allouer un pourcentage sur le compte titre également. Une fois qu'on a un montant assez intéressant, on peut transformer, tout à l'heure je disais que le compte titre a une partie liquidité, mais il n'a pas vocation à avoir beaucoup de liquidité. Exactement. Donc à un moment, on vous achète des actions pour venir également diversifier le portefeuille. C'est ça. Parce que ce qui est intéressant pour pouvoir avoir ce qui est intéressant également en bourse, c'est de pouvoir avoir une certaine diversification du portefeuille. Quand je parle de diversification, c'est vrai que c'est actions et obligations. Mais après, dans les actions, on a les actions des sociétés bancaires, on a les actions des sociétés de télécom, on a des autres services, on a l'agriculture. Donc, en fonction de ce qui a été pris dès le départ, après, on peut renforcer certaines positions qui sont votre conseiller va trouver plus intéressantes. Donc, va dire, par exemple, madame, je veux vous renforcer sur la partie telco ou sur la partie bancaire. Mais s'il n'y a pas de cash qui rentre, le dépôt initial est déjà transformé en action. Exactement. Donc, même pour faire un peu une gestion plus active du portefeuille, c'est toujours intéressant de pouvoir faire de manière périodique des versements. Ça me fait penser aux gens qui perçoivent des dividendes et qui ne regardent pas. Suivez mon regard, moi-même je suis dedans en fait, parce que je viens de me rendre compte qu'on a perçu des dividendes et que je ne les ai toujours pas encore transformés en titre, ce qui est un problème en fait, parce que du coup c'est de la liquidité qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis là. Cette liquidité-là, elle ne sert à rien sur le compte titre, donc mieux vaut la transformer en titre, ou bien vous donnez instruction à la SGI qui peut vous virer ce montant-là sur un compte d'épargne ou un compte chèque, voilà. Mais l'idéal, c'est vraiment de pouvoir permettre à la SGI de pouvoir, surtout quand vous lui donnez mandat, quand on donne mandat à une SGI, c'est toujours bien de pouvoir rentrer dans une logique d'épargne de manière périodique, de telle sorte que la gestion soit plus active en fait. C'est ça, je comprends. On a de la liquidité qui rentre. Avec cette liquidité, quand on regarde le portefeuille existant, on se dit, mais par exemple, cette action, on estime que cette action-là, avec les informations qu'on a avec nos analystes, cette action ne va pas performer. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux la vendre et puis acheter d'autres actions? C'est ça. Ou bien, par exemple, on a mis un pourcentage sur cette action qui est une très bonne action. Si j'ai la liquidité qui rentre, je vais encore augmenter, renforcer le positionnement de mon client sur cette action-là. Je comprends. Donc, c'est très important de pouvoir permettre aux SGI de faire leur travail et donc pour permettre aux SGI de pouvoir avoir de manière périodique cette épargne-là. Parce que pour moi, épargner en bourse, ce n'est pas juste faire le dépôt et puis oublier. Ils vont te dire que c'est investir en bourse, alors qu'en réalité, l'investissement et l'épargne ont une corrélation qui est évidente. Exactement, exactement. Parce que c'est vrai que là, c'est un investissement. Quand on vient en bloc, on dit, moi, j'achète pour 10 millions aujourd'hui. Et puis, je sais que j'ai 10 millions d'actions qui sont là-bas. Mais ce serait de l'épargne si, par exemple, chaque mois, je me dis, je vire chaque mois 50 000 ou 30 000 de mon salaire sur mon compte titre.
Et puis, Pour que mon gestionnaire puisse travailler. me faire des propositions avec cette liquidité. Alors, je pense que vous aurez compris, en fait, je vais le dire pour les internautes, parce que on l'a entendu dans certains apéro cash, d'ailleurs, auxquels tu as participé. Ils nous disent, oui, mais je suis allé voir mon banquier, il ne savait pas de quoi je parlais. Elle vient de dire, on n'a pas dit de rentrer dans votre banque. Vous avez des banques qui ont également des sociétés sœurs, comme des SGI, d'ailleurs, la banque dans laquelle... la SGI dans laquelle Rosie travaille a une grande banque en tant que banque sœur. On mettra ça en bas dans la présentation. Voilà. Mais toutes les banques n'ont pas forcément vocation à avoir des sociétés sœurs comme des SGI. Donc, elle a dit, l'information, elle est disponible. D'ailleurs, on trouve la liste de toutes les SGI. Moi, je sais, mais c'est bien que tu dises. Oui, mais par exemple, sur le site de l'APSGI, sur le site du régulateur. D'accord. Sur le site de la bourse, de la BRVM également. D'accord. Voilà. Et elle a dit, en fait, après, ça va dépendre aussi des gestionnaires que vous avez en face. Donc, vous avez le droit de comparer les taux. Exactement. Les taux de gestion, d'entrée, de sortie, comment elle a dit ça, de conservation. De valorisation. De conservation. Voilà. C'est bien de discuter quand même avec votre gestionnaire et de pouvoir comparer à chaque fois pour choisir la SGI qui vous sied le mieux. Et comme je dis encore une fois, une SGI est une société à part entière. Donc, elle n'est pas adossée à la banque entre griffes. Parce que souvent, je vais entendre des gens dire, oui, mais telle banque-là, c'est la phrase préférée des gens. Eux, là, ce sont des voleurs. Je ne sais même pas d'ailleurs d'où sort cette histoire de telle banque. Et comme si quelqu'un se lève tous les matins. Non, lui, il a travaillé. Il est allé à l'école. Il travaille aujourd'hui. Tous les matins, quand il se lève, il dit, aujourd'hui, je vais aller voler des gens. Tu vois ce que je veux dire? Oui. À un moment donné, voilà. Vous pouvez tomber sur un gestionnaire qui ne vous convient pas en banque et tomber sur un excellent gestionnaire, société sœur de la même banque. Donc, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de relation, en fait, entre les deux. Je pense que l'information, comme elle a dit, est disponible. Vous avez envie d'investir. Pensez simplement, à mon avis, c'est de l'argent qu'on n'a pas envie d'utiliser tout de suite, comme tu l'as dit. Exactement. C'est de l'argent qu'on a envie d'oublier. J'ai un peu d'argent quelque part dont je n'ai pas besoin tout de suite. Je suis sûre de ne pas l'utiliser pour des funérailles où elle a dit j'investis en mai pour dire j'ai la rentrée des enfants en septembre. Donc je vais investir en bourse. Ce n'est pas tout à fait le bon modèle. Voilà. Et le plus simple, c'est de pouvoir constituer une épargne pour pouvoir investir en bourse régulièrement. Il y a un autre point dont on aime parler, c'est, tu sais, les gens qui ont un peu peur. J'aime bien dire, quand on épargne, il faut rester serein, n'est-ce pas? Parce que quand on regarde, tu reçois donc ton relevé mensuel avec la valorisation de tes titres, la cotation, blablabla. Et puis tu te dis, mon action là, elle valait 10 000. Aujourd'hui, elle vaut 8 000. Tu commences à paniquer, tu appelles ton gestionnaire, tu appelles les équipes de Rosie pour dire, oui, mais il faut que je vende. On leur explique maintenant ou on attend un peu? Je pense qu'on va leur expliquer. Oui, je pense que, comme on l'a dit, investir en bourse, c'est sur du long terme. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une action à 8 000 et puis la semaine prochaine, cette même action-là, elle va valoir 7 000 à cause de l'offre. On l'a dit tout à l'heure, l'offre et la demande. C'est ça. Donc, il y a des échanges qui se passent. Des fois, on a des gens qui rendent des ordres. Parce que, vous savez, sur la bourse, en fait, on a le cours de l'action. Et on a un intervalle, minimum et maximum, dans lequel on peut acheter ou vendre. Et en fait, c'est à la fin de la transaction que le prix est fixé. Donc, il peut arriver par moment où, indépendamment même de la situation financière de l'entreprise, les cours fluctuent tous les jours parce qu'on a des séances de cotation tous les jours. Mais quand on sait qu'on est là pour du long terme, normalement, on trompe pas. On trompe pas. Et surtout, si vous vendez quand c'est à 8 000 alors que vous avez acheté à 10 000, mais vous matérialisez la perte. Bah oui. Voilà. Donc, tant que ça reste à 8 000 ou même à 6 000 et que vous ne vendez pas, vous n'avez pas perdu. Vous n'avez pas perdu. Mais c'est vrai que sur le papier, comme ça, on se dit « mais mon argent a diminué ». Mais sachez que vous êtes en train d'investir sur du long terme. Et sur le long terme, il peut y avoir des hauts et des bas, mais on finit toujours par tomber sur ses pieds. Tu connais mon exemple? Non, vas-y, je te laisse terminer. Et justement, pour moi, c'est avoir la patience d'attendre que le cours revienne à la normale, avoir une discussion avec son conseiller en termes de perspectives de cette entreprise, les perspectives de cette action, avant de prendre une décision. Parce que souvent, c'est justement les décisions à la hâte de panique qui font justement chuter certains cours de nos actions.
Tu sais, moi, j'aime bien prendre l'exemple. Tu connais mon exemple, hein. Je crois que tous les jours, ça me fait mal. Donc, je parle toujours de cette histoire. Tu connais l'histoire préférée. J'aime bien rappeler qu'un certain 14 février 2020 ou 2021, l'action de Nestlé, pour ne pas la citer, valait à peu près 600 francs ou je ne sais trop quoi. Et qu'un jour, 2 ans plus tard, cette même action qu'on nous a tous proposée, on a dit non, on n'a pas l'argent, bien non, j'ai trop de trucs ou blablabla. Cette action est quand même passée à 9000 et quelques. Un jour, 2 ans plus tard. Tu as fait le calcul Comment on fait le calcul là? de ce que tu as raté. Non, je connais quelqu'un qui a gagné 400 millions, donc vraiment tous les jours ça me fait mal. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est typiquement ce genre de choses. Ça veut dire, dedans il y a 2 choses. Premièrement, c'est ton aversion au risque. Tu te dis, non mais j'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas forcément envie de miser partout. Comme elle a parlé tout à l'heure de diversifier son portefeuille. Tu n'as pas suffisamment mis de liquidité tout le temps, même à petit montant sur ton compte titre, qui t'aurait permis d'écouter ton gestionnaire, te dire, tu sais quoi, prends un peu d'action ici, parce que dans les périodes de crise, les gens consomment toujours. Tu n'as pas bien écouté, hein, tu te dis, elle dit quoi même? Tu n'as pas écouté. Tu n'as pas pris l'action. Et puis, quelques temps plus tard, tu vois que l'action fait un boom. Boum. Mais un boom de chez boom. Alors que dans ces cas-là, bon, tu as eu la plus-value quand même que tu as réalisée. Et il faut savoir aussi que c'est vrai qu'on pense long terme, mais quand vous réalisez d'excellentes plus-values, comme c'était le cas, de temps en temps, il faut récupérer son argent. Ouais. Et c'est là, c'est en vendant. C'est ça, en vendant une partie. Parce que là, vous avez justement atteint un haut niveau, enfin, votre action a atteint un niveau record. Vous avez une plus-value de malade. Il faut savoir de temps en temps récupérer aussi ses bénéfices et puis laisser un petit peu quand même un montant fonctionner. Donc ça, là, vraiment, tous les jours, je parle de ça parce que ça me fait toujours mal. Et puis, ce que je voulais rajouter également, il faut rester en contact. C'est ça. Il faut rester en contact parce que on a tendance à avoir des gens qui investissent en bourse et puis qui disent « Ah, moi, j'ai acheté des actions. » Et après... Ils ont disparu. Voilà. Il n'y a plus de contacts, il n'y a plus de nouvelles. Des fois, les numéros changent, les adresses email ne répondent pas. Mais je pense que quand on a mis, même si on a mis un montant pas très important, il faut rester en contact, il faut s'informer. Aujourd'hui, l'information est disponible. Il faut s'informer. Aujourd'hui, toutes les publications sur le site de la BRVM, toutes les sociétés publient. Donc, il y a des publications sur toutes les sociétés cotées, des publications sur, par exemple, même un changement de management, c'est ça. Un rachat, un rachat d'une autre entité. En tout cas, toutes sortes d'informations. Il faut pouvoir s'informer. Et rester également en contact étroit avec son gestionnaire de portefeuille. C'est ça. Voilà, parce que souvent, on n'a pas cette je dirais, cette dynamique-là. Parce que ce n'est pas un compte d'épargne où c'est pas comme le compte d'épargne où vous avez déposé de l'argent, vous savez que bon, à la fin de l'année, vous aurez vos 3,5%. C'est ça. Donc, il n'y a pas de questions à poser au gestionnaire. Là, on est en train d'aller sur des titres qui peuvent fluctuer, ils peuvent avoir d'autres opportunités. Donc, à la différence d'un compte d'épargne, le compte titre doit être un compte où le client doit maintenir un contact permanent avec son gestionnaire. Je ne dis pas de l'appeler peut-être tous les jours, mais au moins une fois par mois. Oui, quand on reçoit, ne serait-ce que son relevé. Exactement. Pour s'assurer de mettre ces informations à jour. Et aujourd'hui, toutes les SGI on offre en fait la bourse en ligne. Aujourd'hui, on a la bourse en ligne qui est développée sur notre marché. Donc, si vous avez des comptes titres dans les SGI, vous avez la possibilité de consulter aujourd'hui votre compte titre à distance. Donc, dès que vous pouvez le consulter, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, aller demander des informations, aller vous informer. Il faut vraiment aller à l'information. Parce que c'est quand même de l'argent qu'on met quelque part. Ah, ça. Voilà. Tout le monde sait que moi, même pour 1500, j'écris. N'est-ce pas, Rosie? Tu sais de quoi je parle. Et je ne comprends pas qu'on puisse laisser son argent quelque part, comme elle a dit, et puis on n'a aucune trace de la personne. Le numéro de téléphone, vous avez changé, mais vous ne pensez pas à mettre à jour vos informations. Même si, bon, les sociétés de gestion vont essayer quand même de gérer les KYC, essayer de mettre à jour à chaque fois les informations, parce que j'entends les gens venir nous dire « Oui, mais tu dis qu'il faut aller à l'information, mais pourquoi eux-mêmes, ils ne me contactent pas ?» Mais en réalité, la société de gestion vous adresse chaque mois un relevé de portefeuille. Oui, si les adresses mail est correcte. Voilà, donc, si par exemple, vous ne recevez pas régulièrement, il vous appartient d'appeler votre SGI pour dire « mais je ne comprends pas. J'ai un problème, voilà, je ne reçois toujours pas. » Et puis, vous vérifiez en fait si vous avez le bon mail, le bon numéro, etc. Surtout que, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, même si on parle moi, on avait changé quand même de numérotation
il y a 2-3 ans, enfin 3 ans je crois. Donc à un moment donné, bon, peut-être que ça n'a pas suivi. Vous avez investi il y a 100 ans, vous avez oublié. Bon, souvent, on a aussi le cas de personnes qui ont investi et qui se sont brûlées les ailes. Donc, du coup, c'est un désintéressement total. Ils se disent, bon, ça, j'en veux plus. Et puis, bon, ça reste. Ok. Et si ça commence, et si ça performe? Mais justement, alors que, comme tu l'as dit, comme je l'ai dit et tu as repris, c'est qu'on est sur du long terme. Donc, à tout moment, une fois que vous avez investi dans quelque chose, je pense qu'il faut à un moment donné repartir vers la société pour savoir qu'est-ce qui se passe, où on en est, pourquoi je ne reçois pas. Et voilà, c'est sûrement... À l'époque, on n'avait pas la bourse en ligne. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir la bourse en ligne. Donc, rapprochez-vous de votre SGI et elle pourra vous connecter à la bourse en ligne. Vous pourriez même, avec la bourse en ligne, donner des ordres à distance. Et la SGI pousse ces ordres-là sur le marché. C'est intéressant. Voilà. Même. Vous pouvez également consulter votre relevé à tout moment par vous-même. Dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec la SGI. C'est ça. Voilà. Écoute, Rosie, nous, dans le podcast, on a une tradition. Donc, on reçoit à chaque fois... les gens nous écrivent, on sélectionne en fait, il y en a qui nous ont laissé donc des notes vocales. Donc, je te propose d'écouter ensemble notre cas du jour, d'essayer de lui apporter des solutions et puis ensuite, on va essayer de conclure notre session. D'accord. Alors. Bonjour Laetitia, je m'appelle Sarah, j'ai 37 ans. Je suis mariée sous le régime de la communauté de biens. J'ai 3 enfants, 10 ans, 7 ans et 18 mois. Je travaille dans une société de négoce. Je suis cadre et j'ai un salaire plutôt confortable, 1 300 000. Mon mari et moi avons acquis une maison avec un programme immobilier. C'est lui qui a pris le crédit quand il était encore salarié. Il est entrepreneur aujourd'hui et je trouve qu'on n'épargne pas assez. Est-ce que la bourse peut me permettre de gagner rapidement beaucoup d'argent, s'il te plaît? Je peux commencer avec combien, sachant que j'ai réussi à mettre de côté environ 3 millions. Mon mari ne sait pas. Je veux mettre les enfants à l'abri. Merci pour tes réponses. Tu sais, les gens veulent nous créer des problèmes dans le podcast. Mais vraiment, comme mon mari ne sait pas. C'est qui, Sarah? Comment elle a dit qu'elle s'appelait déjà? J'ai noté, oui, Sarah, oui. Voilà, Sarah. Je ne comprends pas. Tu es mariée sur le régime de la communauté de biens. Et puis tu dis mon mari ne sait pas. Non, mais bon. Rosie, je te laisse donner des conseils. Bon, si je résume, j'ai compris qu'elle dit qu'elle a 37 ans. Oui. Elle a 3 enfants. Ils sont propriétaires aujourd'hui. Ils ont pris un prêt. Je comprends que son mari était salarié et qu'aujourd'hui il est entrepreneur. Si elle n'arrive pas à épargner, peut-être que la situation va supputer. En imaginant que peut-être que la situation du mari n'est plus stable, puisque c'est un entrepreneur. Il faut payer les traites du prêt. C'est ça. Mais c'est la partie des 3 millions cachés là que je ne comprends pas trop. Oui. Mais on n'est pas là pour venir juger, comme on dit, n'est-ce pas, la vie privée des gens. Mais bon, je te laisse répondre. Je ferai mes commentaires après. D'accord. Donc, Sarah demande si elle trouve qu'ils épargnent pas assez, c'est ça. Et elle demande si la bourse peut lui permettre de gagner rapidement et beaucoup. Et beaucoup d'argent. Et elle a dit qu'elle a réussi à mettre de côté 3 millions. D'accord. Inconnu de son mari. Inconnu, bon, ça c'est le problème interne. C'est ça. Bon, déjà sur la bourse, rapidement et beaucoup, pour moi, ça va pas avec la bourse. Ça va pas avec la bourse. La bourse, c'est sûr, comme j'ai dit, c'est sur du long terme. Elle peut, je pense qu'elle a une bonne épargne, les 3 millions, c'est pas mal. Elle peut débuter elle peut en tout cas commencer une épargne avec ce montant. Après, bon, je comprends pas pourquoi elle veut, quand elle parle de cacher à son mari, parce qu'ils sont sur la communauté de biens, donc si elle ouvre son compte, le compte en son nom, forcément, s'il y a quelque chose, c'est la communauté de biens. Si elle ouvre le compte au nom des enfants qui sont mineurs, c'est le mari. Donc, bon, pour moi, cette précision n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, vite et beaucoup, je dirais non. On a compris, ça ne va pas en tout cas avec la bourse. Non, ça ne va pas avec la bourse. Parce que je te donne un exemple. Si on prend, j'imagine, elle a parlé de sécuriser les enfants. Donc, je suis sûre qu'elle va avoir un profil un peu prudent. En plus, une mère, les femmes, elles sont généralement prudentes. Et elle va peut-être vouloir prendre une obligation.
Une obligation paye des intérêts chaque année. C'est ça. On n'a pas de taux d'intérêt d'une obligation sur le marché qui te donne 20%. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, le taux d'intérêt qu'elle pourra avoir sera entre 5,50 et 6% chaque année. C'est ça. Donc, elle n'aura pas quelque chose qui va lui payer chaque mois. Parce que quand elle me parle de vite, tu vois, elle veut C'est ça. Voilà, C'est ça. Voilà. Bien sûr. Donc, la tendance, ça c'est sur les obligations. Sur les actions, elle peut avoir l'opportunité d'aller sur une action, mais après, effectivement, c'est de voir les tendances de croissance de ce titre. Et même aujourd'hui, comme je l'ai dit, de manière moyenne, en termes de rendement, on est à 8-9%. Donc, déjà, les termes vite et beaucoup, pour moi, ce n'est pas trop compatible. Je lui aurais dit, elle peut avoir une épargne longue, parce qu'elle a un enfant qui a 18 mois, je crois. Elle a dit 18 mois, le plus grand a quoi ? 10 ans. 10 ans. Elle peut commencer à épargner dès maintenant pour pouvoir prévoir l'avenir de ses enfants. C'est clair. Donc, pouvoir mettre cet argent-là, assurer les études, l'université. Le temps, elle a au moins 10 ans devant elle, non, disons 7 ans pour le premier, déjà, tu vois, le temps qu'il aille à l'université. Et on peut lui proposer justement des actions avec un bon suivi, également avec une épargne périodique. Bien sûr. Elle peut se constituer un bon portefeuille qui va lui permettre, dans 7 ans, 8 ans, de pouvoir l'aider, parce que ça ne va pas couvrir totalement, de pouvoir l'aider justement à prendre en charge une partie de l'éducation de ses enfants. Et souvent, les gens font cette amalgame-là de dire, oui, moi, je veux gagner vite et beaucoup. Et c'est là souvent qu'on rentre, tu sais, dans des pièges comme tout ce qu'on a eu à voir un peu sur nos marchés. La cupidité, c'est ça. Parce que quelqu'un aujourd'hui qui vient te dire, bon, tu me donnes 3 millions, en 6 mois, tu auras 9 millions. Il y a un problème. Il y a un problème. Et ça, tu ne le trouves pas sur la bourse. C'est ça. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à notre amie Sarah. Sarah, moi, je te dis que, chérie Coco, déjà, quand tu commences par mon mari, c'est caché de mon mari, et puis tu mets communauté de biens, les deux ne vont pas ensemble, déjà. Et je ne vais pas répéter ce que Rosie a dit, mais il est important de lire ces contrats. Et comme je dis, on le dit depuis qu'on fait le podcast, on explique les choses aux gens pour que justement vous puissiez faire vos choix en pleine conscience, en tenant compte avec les tenants et les aboutissants de chaque chose. J'imagine la situation, c'est important, sans vouloir entrer moi dans votre vie privée parce que ce n'est pas l'objectif, mais je me dis c'est parce que vous essayez de sécuriser, comme vous l'avez dit vous-même, vos enfants, c'est un choix qui peut se faire à deux. Parce que comme Rosine l'a dit, à partir du moment où vous êtes en communauté de biens, tout ce que vous faites lui appartient également. Voilà. Donc, ce n'est pas le sujet. Moi, je vous aurais dit, si vous avez déjà 3 millions disponibles, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être capable de dégager une épargne minimum mensuelle quand vous enlevez votre reste à vivre. Il faut que vous arriviez à étudier aujourd'hui de quelle épargne vous disposez, ou en tout cas, quelle est votre capacité d'épargne mensuelle. Quelle est la quote-part que vous pouvez mettre justement en bourse? C'est vrai, comme elle a expliqué, vous pouvez avoir du 8%, vous pouvez avoir du 9%, comme vous pouvez avoir du 1%, parce qu'on peut perdre. Mais quand on pense long terme, sur la durée, on finit toujours par gagner. Parce qu'après, évidemment, comme elle a dit, vous vous faites accompagner par des professionnels qui ont l'information boursière, qui sont capables de vous dire, attention, peut-être que ce titre-là, il faut le vendre, parce qu'aujourd'hui, on a peut-être ouï dire qu'il y a un changement de management, il y a un problème aujourd'hui de gestion, donc c'est peut-être ça vaut le coup de changer ou de convertir ces titres en d'autres titres, ainsi de suite. Donc, en vous faisant accompagner, vous pouvez également, sur le long terme, jouir du principe des intérêts composés, parce qu'aujourd'hui, votre action elle va valoir sur cette année, aujourd'hui, tel pourcentage, un autre jour, tel pourcentage, mais parce que vous avez conservé vos dividendes, les actions à chaque fois, les plus-values également. Les plus-values, ben en fait, ça fait effet boule de neige sur la durée. Mais si vous voulez sécuriser vos enfants, je vous aurais recommandé, c'est vrai qu'aujourd'hui, le podcast est centré sur la bourse, mais je vous aurais dit, mettez un peu d'argent aussi dans de l'assurance vie, gardez un peu d'épargne disponible tout de suite, et puis investissez une partie en fonction de votre profil de risque. Même si on pense que vous avez un profil prudent, investissez une partie, comme elle a dit, donc en bourse, et oubliez cet argent-là, mais alimentez-le par des petits montants, comme Rosie nous a conseillé tout à l'heure. Donc voilà en tout cas ce que j'aurais dit à Sarah. Ce que j'aurais dit à Sarah et ce que j'aurais rajouté. Rosie, je crois qu'on arrive un petit peu au terme.
Tu as parlé d'informations boursières. J'aime rappeler que Facebook ou les réseaux sociaux ne sont pas là que pour regarder ou pour mettre les cœurs. À part sur le podcast, vous pouvez mettre les cœurs, il n'y a pas de problème. Mais c'est également là aussi pour avoir accès à l'information boursière, il faut se renseigner. Quand on veut investir en bourse, c'est vrai, il y a des professionnels qui vous accompagnent, mais vous-même, développer votre culture, entre griffes financière, en essayant de comprendre un petit peu dans quel titre j'aimerais investir. Rosie m'a dit d'investir dans tel titre par rapport à un autre. Eux-mêmes, ils font quoi? C'est quoi leur secteur d'activité? Est-ce que c'est prometteur, ainsi de suite? Et améliorer votre information. Exactement. Et je pense également, c'est également un rôle qui est dédié au SGI de pouvoir vulgariser cette culture boursière-là. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'animations, de partage qui sont initiés par les SGI pour pouvoir justement essayer, surtout dans la zone UMOA, de pouvoir donner cette culture boursière-là. Et faire de l'éducation financière. Exactement, et faire de l'éducation financière. Même la BRVM. La BRVM également fait beaucoup d'actions dans ce... Beaucoup de cours d'ailleurs sur la bourse. Dans ce sens, exactement. Dans ce sens. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir à l'information. Nous également, on fait aujourd'hui, il y a beaucoup de webinaires, il y a beaucoup de présentations, il y a beaucoup d'activités qui sont faites. Je trouve que Laetitia a trouvé un très beau créneau avec l'apéro cash de cash. Et on a, par exemple, avec mon groupe, par exemple, le salon de l'épargne et de l'investissement. Donc, aujourd'hui, il y a quand même du choix et il y a de l'information qui est disponible. Donc, vraiment, n'hésitez pas à Faites un effort. N'hésitez pas à venir... vous enquérir, à venir vous enrichir de cette information disponible. Laetitia l'a dit, sur les réseaux sociaux, moi je connais pas mal de gens qui font de l'éducation financière. Et donc aujourd'hui, Laetitia, j'imagine toi tu es beaucoup suivie. Félicitations. Merci. Je profite. Ça a commencé devant nous. Et moi j'aime bien suivre tes apéros. J'ai été invitée une fois. C'est vraiment plusieurs fois, c'est ton temps. Oui, c'est le temps qui fait que. mais même quand j'y suis pas, je suis quand même. Et je trouve que tu arrives de manière assez simple, assez terre à terre, à pouvoir passer cette information. Et de plus en plus, on voit que les gens s'y intéressent et les gens sont curieux. Donc vraiment, je t'encourage à continuer. Merci la grande sœur. À continuer tout ça. Et puis vraiment dire à tout un chacun que l'information est disponible. Nous sommes disponibles et voilà. Il ne suffit que de venir vers nous vers vous, pareil. Voilà, ça va être comme un marché, on va se rencontrer. C'est ça. Et puis ensemble... trouver les meilleures options pour les clients, parce qu'à la fin de la journée, on rend un service et le service pour nous, c'est que le client soit satisfait. C'est ça. Ouais. Moi, je dirais, en fait, avant de terminer, qu'il y a des petites règles du débutant qu'on a un peu fixées, qu'on a un peu regardées. C'est investir de l'argent qu'on est prêt à perdre. Tu l'as dit, j'essaie de faire un récap de tout ce qu'on a appris aujourd'hui avec Rosie. C'est donc investir de l'argent qu'on est prêt à perdre ou dont on n'a pas besoin dans l'immédiat. C'est définir son profil d'investisseur et sa stratégie d'investissement donc en adéquation avec son profil. Il ne faut pas se laisser influencer par les petites variations donc, du quotidien, en tout cas les variations quotidiennes des valeurs. Il ne faut pas se laisser emporter par ses émotions. Il faut se dire que si on a perdu aujourd'hui, on peut gagner tant qu'on n'a pas vendu. Comme elle a dit, on n'a pas perdu. Le marché a toujours raison. Ça, c'est une phrase que j'adore, pas votre ego. Parce que très souvent, les gens vont vous dire « Non, moi, je pense que j'ai raison. » Le marché, lui, il a raison. Pas votre ego. Il faut voir les choses sur le long terme. Elle en a parlé. N'investissez que ce que vous possédez. On ne fait pas des prévisions avec ce qu'on n'a pas. Oui à la diversification, mais non à l'éparpillement. Je pense que ça aussi, c'est important. Il faut savoir prendre ses bénéfices de temps en temps parce qu'on ne vend jamais au plus bas. Enfin, au plus haut, pardon. Et puis, apprenez aussi à réinvestir vos gains, vos dividendes. Parce que c'est, comme on a dit tantôt, l'avantage donc des intérêts composés. Et je pense que tu l'as dit sur les petits montants. Donc, moi, je dirais que pour ces petits montants-là, c'est important d'avoir une situation professionnelle qui soit stable, établir une petite habitude d'épargne. Tu as parlé des 25 000, avoir de la discipline, parler avec votre conseiller, suivre l'actualité des entreprises
pour lesquels, côté en bourse, et puis ne vous limitez pas à Internet dans la recherche d'informations, allez parler à votre conseiller. Exactement. Et moi, j'ai ma phrase avant de te laisser, le mot de la fin, qui est quand même, comme on dit, en bourse, il faut acheter la rumeur et puis il faut vendre la nouvelle. Rosie, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Ça valait l'attente, hein, c'était chic même. Oui, c'est enrichissant et ça permet de pouvoir justement fixer certaines choses dans l'esprit C'est ça. des internautes et des clients qui souvent, parce que tu sais, souvent la bourse est vue comme quelque chose de très compliqué, C'est ça. de très lointain, où ça n'appartient qu'à ceux qui ont des milliards et tout, alors que c'est archi faux. C'est ça. Donc vraiment, plaisir partagé totalement. En tout cas, c'était un plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. On vous mettra également toutes les coordonnées donc, de Roselyne Abbé, la présidente de la PSGI, donc de la zone UEMOA. On vous mettra ses coordonnées, son entreprise. Vous pouvez la suivre également sur l'ensemble de ses réseaux et notamment sur LinkedIn, parce que si vous allez sur Instagram, vous n'allez pas avoir beaucoup de chance. Mais sur LinkedIn, en tout cas, vous pouvez la suivre. Merci encore d'avoir été là, Merci. à nos côtés. Et je partagerai également les contacts de l'association. S'il Parce te plaît. qu'on a un petit bureau au niveau de l'association qui peut également... Qui n'est pas loin de mes bureaux d'ailleurs. Hein. Voilà, exactement. N'est-ce pas? Donc, on mettra tout ça en tout cas dans la légende. En tout cas, en bas, vous allez retrouver toutes les informations sur les pages aussi du podcast. Merci encore. Et je vous dis donc à bientôt. Merci Rosie. Merci. Bye bye. Bye bye.